Paul Aron est professeur à l'Université libre de Bruxelles. Il est aussi directeur de recherche au Fonds de la recherche scientifique en Belgique et il est l'auteur de nombreux ouvrages dont il est seul auteur ou qu'il écrit en collaboration avec des collègues. Il a été également le directeur d'un certain nombre de livres, et ne parlons pas de ses articles qui sont évidemment multiples. Parmi ces livres, j'en citerai quelques-uns seulement, ceux dont il est seul auteur, à savoir tout d'abord sa thèse doctorat, publiée en 1989, Les écrivains belges et le socialisme à la fin du XIXe siècle, ensuite La littérature prolétarienne en Belgique, publiée chez Espace Nord, ensuite L'histoire du théâtre en Belgique, chez le même éditeur, quatrième ouvrage, Edmond Picard, un bourgeois socialiste belge à la fin du XIXe siècle, et pour terminer, Histoire du pastiche littéraire, publié aux presses universitaires de France. Alors c'est un grand plaisir pour moi d'inviter aujourd'hui Paul Aron, qui est un vieil ami, et il ne faut pas considérer que l'épithète ici renvoie à la sénilité de l'un ou de l'autre. Il se fait que nous sommes aussi voisins, et un jour je lui ai proposé donc de l'interroger sur un de ses livres, et il se fait qu'il venait de publier un ouvrage que je viens de vous montrer ici, un petit livre qui s'intitule « Refaire de l'histoire littéraire ». Alors le « re » est entre parenthèses, et il va vraisemblablement s'en expliquer dans quelques minutes. L'éditeur, tu pourrais peut-être le mentionner, comment il s'appelle? C'est Aniboué, c'est ça? Oui, c'est bien Aniboué, et c'est publié à Paris. À Paris, voilà. C'est un éditeur spécialisé dans la littérature africaine. C'est ça. Mais en fait, comme le livre est une commande d'un ancien étudiant qui travaille à Mayotte, et qui cherchait un ouvrage de synthèse sur l'histoire littéraire qui puisse être vendu pas cher dans le réseau africain, le livre est vendu là 4 ou 5 euros. Nous avons décidé de publier chez cet éditeur. Voilà, je montre l'ouvrage devant la caméra. Alors, je propose d'aborder le sujet de la manière suivante. Quand on entend parler d'histoire littéraire, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour ceux de ma génération, c'est-à-dire la tienne, on a une vision peut-être qui est liée à des programmes d'enseignement qui, aujourd'hui, ou en tout cas pendant plusieurs décennies, ont paru un petit peu obsolètes parce qu'on n'a plus abordé véritablement les cours de français sous cet angle-là. Pour ceux de ma génération, je ne sais pas si c'était ton cas, mais nous étudions encore dans l'enseignement secondaire l'histoire littéraire à partir de l'anthologie, en plusieurs volumes, de Lagarde et Michard. Et tu lances un petit peu un pavé dans la mare, parce que quand on pense à histoire littéraire, on pense justement à ce type d'ouvrage qui n'a peut-être pas toujours laissé d'excellents souvenirs pour tous les étudiants. Il se fait qu'en France, il y a eu un débat important avant l'élection présidentielle pour savoir si on allait refaire de l'histoire, enfin, dans le cadre du récit, voire du roman national pour renforcer l'identité française, et donc la littérature avait évidemment toute sa place dans ce cadre-là. Et toi, tu écris donc un ouvrage qui vient d'être publié au mois de novembre 2017, qui nous permet de réfléchir un petit peu, mais intelligemment cette fois, pas toujours comme les hommes politiques ont pu le faire, sur l'intérêt de faire de l'histoire littéraire, mais peut-être autrement. Donc, autrement dit, il ne faudrait pas jeter
le bébé avec l'eau du bain. Première question donc, est-ce que tu es en train de ressortir un cadavre du placard? Merci Jean-Michel. Mais ce sont des questions qu'il faut historiciser pour les comprendre. Effectivement, quand moi j'ai fait mes études secondaires, le manuel de base était le Lagardère-Michard, qui était au fond une anthologie historique présentant la vie et l'œuvre d'un certain nombre de grands auteurs et donnant à lire des extraits de textes, d'ailleurs parfois censurés sans le dire. Par exemple, quelqu'un comme Rabelais, les exemples qui étaient donnés dans le Lagardère-Michard n'étaient pas tout à fait complets. Parce qu'il y avait des propos sulfureux. Parce qu'il y avait des propos soit sulfureux, soit renvoyant à des questions liées au corps ou à la sexualité, que le Lagardère-Michard préférait sortir des préoccupations de l'enseignement secondaire. Donc effectivement, j'ai appris la littérature scolairement par le Lagardère-Michard, et quand je suis arrivé à l'université, contrairement à ce qui se passait en France dans les années 1970 ou 1970 pour nos amis français, où l'histoire littéraire était déjà devenue un peu obsolète, en Belgique, elle continuait d'être enseignée, du moins à l'Université libre de Bruxelles où j'ai fait mes études, et où les enseignants se situaient parfaitement dans la tradition de l'histoire littéraire. Après quoi, dans l'enseignement secondaire, l'histoire littéraire a été effectivement contestée, et on n'a pas très bien su par quoi la remplacer. Il y a eu toutes sortes de débats. On a essayé de l'histoire thématique, faire l'histoire de grands thèmes, par exemple le thème du travail dans la littérature. On a essayé de faire des lectures internes, c'est-à-dire au fond de renforcer la capacité des élèves à interpréter un texte, à faire de l'herméneutique, mais au fond, aucune grande pensée n'a remplacé l'histoire littéraire. On a fait, au fond, on pourrait dire, beaucoup de bricolage depuis. À l'université également, l'histoire littéraire a été contestée au nom, d'une part, de la linguistique, d'une analyse qui prendrait davantage en compte le matériau même de la littérature, à savoir la langue, et d'autre part, en fonction d'une analyse qu'on peut qualifier de formaliste ou de poétique, qui mettrait davantage en question, qui s'interrogerait sur la façon dont fonctionne un récit. Et il y a eu toute une série de travaux extrêmement intéressants, notamment en sémiotique du récit, qui nous ont donné des outils d'analyse pour analyser en profondeur la façon dont un récit fonctionne. Et c'est quand j'étais à l'université, la contestation, parce que tout bon étudiant doit un petit peu contester ses maîtres, la contestation qu'on faisait portait en bonne partie sur l'incapacité de l'histoire littéraire à dire des choses intéressantes sur le récit, mais aussi sur l'incapacité de l'histoire littéraire à prendre véritablement en compte l'ensemble de la problématique sociale dans laquelle une œuvre d'art s'insérait. Et c'est la raison pour laquelle, quand moi j'étais à l'université, pour remplacer ou pour mettre quelque chose à la place... Quand tu étais étudiant, plutôt que de dire quand tu étais à l'université, parce que tu y es toujours. J'y suis resté, voilà. Quand j'étais à l'université en position d'étudiant, voilà, ou de jeune chercheur, ce qu'on a essayé, ce que j'ai essayé avec d'autres évidemment, de mettre en place, c'était de remplacer l'histoire littéraire qui, à notre sens, disait des choses trop vagues sur le contexte social, par ce qu'on appelait à l'époque la sociologie de la littérature. Et une sociologie historique de la littérature qui, pour toute une série de raisons que on ne va peut-être pas trop développer aujourd'hui, a pris en charge les parties du contexte que l'histoire littéraire, à notre avis, laissait tomber progressivement. Pour le dire plus concrètement, que faisait l'histoire littéraire traditionnelle? Elle prenait une œuvre et un auteur, et elle essayait de comprendre quels sont les rapports de cette œuvre ou de cet auteur avec d'autres auteurs,
d'autres œuvres, ça c'était une forme de contexte littéraire, et aussi de rappeler un certain nombre d'éléments de contexte liés à la biographie de l'écrivain, à la société dans laquelle il écrit, au monde qui l'entoure, pour essayer de comprendre dans quel cadre l'œuvre a pu être produite, et donc par rapport à quel cadre il faut l'interpréter. Ça, c'est ce que faisait l'histoire de la littérature. Mais on trouvait, et je trouvais à l'époque avec d'autres, que ce n'était pas suffisant comme cadrage et qu'il y avait peut-être moyen d'aller plus loin sur les questions qu'on pose à une société et sur la manière dont on peut poser des questions aux œuvres dans un contexte particulier. Par exemple, pour donner un exemple très concret, comment les différents groupes d'écrivains sont en concurrence à un moment donné pour imposer leur vision de la littérature comme étant la vision la plus intéressante ou la plus légitime. Ce qu'on constate, c'est que l'histoire littéraire a été véritablement marquée par des tensions, des oppositions. Ce n'est pas une espèce de processus doux et naturel, c'est un espace de lutte. Et de lutte entre des groupes où chacun essaye de dire, ben voilà, moi, mon genre de littérature, elle est meilleure, elle est plus importante que la littérature du voisin. Si vous prenez par exemple le mouvement surréaliste est véritablement imposé contre d'autres mouvements, y compris contre d'autres mouvements d'avant-garde. Et les polémiques ont parfois été très importantes. Je termine là. Comprendre comment fonctionnent ces polémiques, sur quelle base, et éventuellement même quelles sont les trajectoires sociales des écrivains qui leur permettent d'adopter tel et tel type de position, c'est un type de question que l'histoire littéraire traditionnelle n'a jamais abordé. Et c'est des questions auxquelles la sociologie de la littérature nous a permis de répondre. Donc ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de modifier le cadre référentiel dans lequel on nous enseignait la littérature. Voilà un peu la micro-histoire de cette histoire littéraire. On reviendra peut-être à une histoire de plus longue durée, mais c'est la raison pour laquelle à la fois l'histoire littéraire a été critiquée, mais peut-être aussi ce que je viens de rappeler permet de comprendre qu'elle est en train de revenir, cette histoire littéraire. Parce que toute la contestation, disons post-68, de l'histoire littéraire n'a pas débouché sur ce qu'on pourrait appeler un récit cohérent à propos de littérature. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une nouvelle demande sociale pour faire de l'histoire littéraire. Il m'est arrivé de donner cours en France, et peut-être même en France plus qu'en Belgique. Les étudiants qui ont reçu 30 heures de cours sur Émile Zola, qui sont capables de dire des choses très intéressantes sur tel ou tel roman de Zola, ne se posent absolument pas la question de savoir dans quelle société Zola écrit et quels sont les écrivains concurrents ou contemporains ou rivaux de Zola. De plus en plus, l'enseignement de la littérature est devenu monographique. Et donc, cette exigence de contextualisation qu'avait l'histoire littéraire reste parfaitement valable. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'histoire littéraire fait, au fond, une espèce de retour, à la fois pour des raisons de mode et pour aussi des raisons de fond. C'est qu'on constate qu'avoir des étudiants qui ne savent pas que Maupassant et Zola sont de parfaits contemporains et sont des gens qui à la fois entrent en dialogue et se disputent, c'est quand même un vrai problème pour pouvoir comprendre vraiment Zola. Donc aujourd'hui, l'histoire littéraire redevient un sujet. Et donc la question que je me suis posée en écrivant ce petit livre, c'est peut-on refaire l'histoire littéraire traditionnelle, l'histoire littéraire de Lançon ou l'histoire littéraire... C'est l'occasion, j'allais montrer justement cet ouvrage qui était la Bible, si je puis dire, de beaucoup de spécialistes de l'histoire de la littérature française, et j'en parlais hors caméra, je t'en parlais hors caméra, qui est un petit peu l'équivalent, qui a peut-être une
dizaine d'années près, du fameux Lavis, qui a publié une très grande histoire de France à la même époque. Voilà. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'on va refaire du Lançon et peut-être je dirai après pourquoi je crois qu'il ne faut pas refaire du Lançon. Mais l'idée de ce livre, c'est qu'il faut faire de l'histoire littéraire, mais autrement. D'où le jeu sur la parenthèse, refaire de l'histoire littéraire, c'est-à-dire faire encore de l'histoire littéraire, mais donc faire de l'histoire littéraire, mais peut-être qu'il faut aussi refaire l'histoire littéraire. C'est ça, c'est ça. Il y a, quand tu as évidemment abordé un certain nombre de thématiques déjà dans cette première réponse, mais qui vont être développées, je l'espère, par la suite, ce serait intéressant peut-être de dire comment toi-même tu as travaillé, sans rentrer dans les détails, dans ta première œuvre conséquente, c'est-à-dire ta thèse de doctorat, où tu, justement, je rappelle le titre précis, donc les écrivains belges et le socialisme, on voit d'emblée que tu t'intéresses à l'histoire littéraire, mais inscrite dans un contexte particulier et où tu mets peut-être en évidence les tensions entre certains groupes, justement, d'écrivains, et où tu fais référence déjà à Bourdieu. C'est exact, c'est à peu près le moment où j'ai découvert Bourdieu, grâce d'ailleurs à une conférence d'un de mes collègues liégeois, qui est toujours en activité, qui s'appelle Jacques Dubois. Et Jacques Dubois était venu faire une série de conférences qui m'avaient passionné. Et c'est à ce moment-là que pour la première fois j'avais entendu le nom de Pierre Bourdieu, qui était déjà connu évidemment par les spécialistes, qui avait déjà écrit quelques gros articles sur l'histoire du champ littéraire, et que j'ai été lire après avoir entendu la conférence de Jacques Dubois. Et ça a été pour moi effectivement une espèce de révélation d'une manière d'interroger la littérature qui n'avait jamais été proposée. Étant donné ton prénom, ça a été un peu la révélation de Paul de Tarse sur le chemin de Damas, ou pas? Voilà, c'était le chemin de Namur, mais pas de Damas, oui, effectivement. Voilà. Est-ce qu'au fond, et puis nous allons aborder d'autres sujets, parce que ton ouvrage, évidemment, se veut très général, il pose une problématique générale, il ne cherche pas à étudier un auteur en particulier, mais est-ce qu'on peut dire que Bourdieu a permis, d'une certaine manière, de rendre une approche marxiste acceptable par certains milieux littéraires, justement en étudiant des groupes dominés et dominants, parce que dans la pensée marxiste, il y a quand même cette idée-là, c'est qu'il y a des dominants et des dominés. Il y avait déjà à cette époque-là une histoire littéraire marxiste. Or, Bourdieu, il a quand même une coloration marxiste, me semble-t-il. Or, est-ce que Bourdieu n'a pas permis de rendre une approche marxiste acceptable? Je ne sais pas, c'est une question posée par un profane ici, je le dis bien, parce que je ne suis pas... Acceptable par qui? Par certains milieux académiques, même si Bourdieu lui-même a démonté le milieu académique. Voilà. Parce que Bourdieu, au fond, est quelqu'un qui n'a jamais fait consensus. Bourdieu a toujours une pensée assez polémique, assez contestatrice, et au fond, dans aucun domaine, il s'est intéressé à plein de domaines différents. Depuis l'histoire de la philosophie jusqu'à la misère du monde. C'est vraiment quelqu'un d'assez étonnant de ce point de vue-là. Mais jamais il n'a donné lieu à une orthodoxie académiquement reçue. On ne peut pas dire qu'à aucun moment les bourdieusiens, pour tenter que le mot désigne quelque chose, que les bourdieusiens unanimes aurait imposé une pensée acceptée par le monde académique. Ça reste, je crois, et ça a été conçu comme une pensée pour les dominés. Parce qu'au fond, la description du fonctionnement de la domination n'intéresse jamais que les dominés, pas les dominants par définition. Alors, est-ce que Bourdieu
les rapports de Bourdieu et du marxisme, là on sort vraiment très loin de notre ouvrage de référence aujourd'hui, mais les rapports de Bourdieu et du marxisme sont très compliqués. Parce que d'un côté, Bourdieu n'avait rien à gagner à s'inféoder à une pensée marxiste à l'époque dominée par le Parti communiste français, même avec un certain nombre d'intellectuels qui lui en étaient un petit peu détachés. Je pense par exemple à la revue La Pensée qui a accueilli de la discussion sur les propositions de Bourdieu, ou la nouvelle critique. Il n'avait rien à gagner à s'inféoder à cela, d'autant moins qu'il travaillait dans un service et dans un centre qui s'appelait le Centre Raymond Aron. Il n'a rien à voir avec moi, mais qui était quand même un lieu de la pensée libérale et non pas un lieu de la pensée marxiste. On est bien d'accord. Pour autant, je pense qu'il y a chez Bourdieu, même si lui ne l'a pas revendiqué, une manière extrêmement matérialiste de penser les rapports sociaux, une manière d'essayer de ne pas se piéger, de se laisser piéger par la manière dont les intellectuels expliquent le monde par des idées, et cette manière au fond de rapporter les idées à des intérêts matériels est profondément marxiste, je pense. Et donc, pour moi, quels que soient les discours que Bourdieu pouvait tenir sur son rapport au marxisme, ça reste une pensée qui, je dirais, à l'instar du marxisme, est une manière de démonter des fonctionnements sociaux dans une perspective matérialiste. D'accord, on va peut-être passer maintenant à une seconde question. L'apport de l'histoire littéraire, et dans ce cadre-là, ce serait bien que tu abordes la question de la biographie et le problème du contexte. Qu'est-ce que c'est au fond qu'un contexte dans le domaine littéraire? Tu donnes un exemple particulier qui est celui de Madame Bovary de Flaubert. Oui, j'ai donné celui-là, je pourrais... Oui, bien entendu. Tu as donné celui-là, c'est pour ça que... J'ai donné celui-là, effectivement. Alors, je suis parti d'un constat, c'est que les deux grands apports théoriques revendiqués par l'histoire littéraire traditionnelle, celle de Lançon, étaient de dire on peut mieux comprendre une œuvre si on connaît la biographie de son auteur, et on peut mieux comprendre une œuvre si on sait quel est le contexte dans lequel elle s'écrit. Et j'ai essayé de prendre ces deux aspects au sérieux. C'est-à-dire de ne pas les mépriser a priori, comme on l'a fait pendant longtemps, en disant voilà, la biographie, c'est pas intéressant, ou le contexte, ça ne dit jamais rien sur le texte. Je pense qu'au contraire, l'un et l'autre sont intéressants. Alors d'abord la biographie. Pourquoi est-ce que la biographie peut être intéressante? Parce que la biographie est un moyen, au fond, extrêmement économique d'inscrire un individu et sa production dans le social. Et il n'y a pas beaucoup de moyens plus économiques de le faire. Alors évidemment, ça dépend quel type de biographie. S'il s'agit d'une espèce de psychologie en disant, voilà, il a été battu par son grand-père et on voit bien que ça se marque dans son œuvre, ce n'est pas du tout intéressant, la biographie vue comme ça. Ce qu'on pourrait appeler la psychologie conjecturale n'offre aucun intérêt. Les généralités, les évidences selon lesquelles, je ne sais pas moi, un écrivain médecin de profession s'intéresserait à la médecine, ça ne marche jamais. Donc il est évident que la biographie n'est jamais un élément déterminant. Et une grande partie de la critique des écrivains au XIXe siècle, au XXe siècle, est d'accord avec la critique que Proust faisait à ce qu'il appelait la méthode de Sainte-Beuve, c'est-à-dire si vous essayez d'expliquer de manière déterministe ce que j'écris, par qui je suis socialement, vous n'y arriverez jamais. Vous ne produirez jamais une critique intéressante. Et je suis tout à fait d'accord avec cette critique, c'est vrai. En même temps,
Si on fait une biographie plus intelligente, c'est-à-dire une biographie qui soit une manière de faire des allers-retours de l'œuvre à son contexte, le biographique devient à ce moment-là un univers qui permet de penser des choses qui vont forcément facilement ensemble. Et ça permet de comprendre des trajectoires sociales et des trajectoires inscrites dans le social. Donc de ce point de vue-là, la biographie me paraît potentiellement, pas nécessairement, mais potentiellement un lieu de savoir intéressant. La question du contexte est également très intéressante parce qu'elle pose des problèmes de choix, c'est-à-dire de savoir quand on s'arrête. Bon. Si je prends Madame Bovary, je vais reprendre cet exemple-là très simplement, je vais juste donner un élément qui permet de comprendre les questions de contexte. Si aujourd'hui, je raconte Madame Bovary à un étudiant, ou une étudiante de 15 ans, et je lui dis, au fond, c'est quoi l'histoire de Madame Bovary? C'est la femme d'un médecin de province qui veut d'une promotion sociale et qui tombe dans les bras d'un voyageur de commerce parce qu'elle trouve que c'est quand même nettement plus chic que son mari médecin. Si je raconte ça aujourd'hui, je raconte une histoire absurde pour quelqu'un d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dira, mais enfin, un médecin, socialement, c'est quand même au-dessus d'un voyageur de commerce. Donc, comment se fait-il que Flaubert, qui cherche à atteindre la réalité, qui fait partie des écrivains réalistes ou naturalistes, peut nous proposer un scénario qui a l'air aussi absurde que ça? Ça me semble que question très bête de contexte, indépendamment de la psychologie de Charles Bovary, qui n'est pas très séduisant, qui n'est pas très malin, qui est un peu gauche, qui est tout ce qu'on veut. Mais il n'empêche, c'est quand même un tout-bip. Alors, il faut aller regarder ce qu'est socialement un tout-bip à l'époque. Et de constater cette chose extraordinaire, vue d'aujourd'hui, mais ça, c'est tout le changement qui a eu lieu dans le cadre de ce qu'on appelle les professions libérales. Le tout-bip à l'époque, il n'est pas payé à l'acte. Il n'y a pas de barème. Et c'est pour ça qu'on raconte toujours ces histoires de tout-bip de province auquel le paysan, à la fin de l'année, apporte 2 lapins. Mais c'est parce que, voilà, on ne sait pas comment payer le médecin. Et le médecin lui-même n'a pas de barème. C'est à la tête du client. C'est en fonction de ce que les gens peuvent payer. Donc, être médecin de campagne au XIXe siècle, c'est pas très élevé socialement. Et on peut commencer à comprendre qu'effectivement, le voyageur de commerce qui, lui, est en lien avec Paris, qui connaît le monde de la mode, qui est un peu chic et qui connaît les bruits du temps, il peut offrir à Madame Bovary un rêve qu'un médecin, mais un médecin de province du XIXe siècle, ne veut pas lui offrir. Voilà, c'est tout bête, hein, comme exemple de contexte, mais ça montre que lire Madame Bovary aujourd'hui, c'est se poser au moins ce type de questions, parce que sinon, le texte devient absurde. Il est une expérience sociale à ce point éloignée de nous que si on ne fait pas du contexte, on ne peut même pas le comprendre littéralement. Je voudrais te demander de quelle manière la littérature s'empare des débats sociaux à partir d'un sujet que tu as bien étudié, puisqu'il a fait l'objet d'un livre, qui est l'exemple du pastiche. Alors, je n'aime pas beaucoup la formule « la littérature s'empare des débats sociaux », parce qu'elle consisterait à créer d'abord une séparation. Je crois que la littérature fait partie des débats sociaux, ou que les débats sociaux font partie de la littérature, pour le dire inversement. Oui. Qu'en tout cas, on ne peut pas penser les choses comme on l'a fait pendant longtemps sur le mode du reflet. C'est-à-dire, la littérature n'est pas le lieu du reflet de choses qui se passent hors dehors d'elle. Elle est un lieu traversé par du social, mais d'un social qui effectivement s'écrit, c'est-à-dire tient compte à la fois d'état de langue et d'état de ce qui est scriptible à un certain moment, de ce que l'on peut écrire et de la manière dont on peut l'écrire à un certain moment.
c'est-à-dire au fond des codes d'écriture admissibles à un moment donné de l'histoire. Et c'est ça qui permet de penser la façon dont les débats sociaux se disent en littérature. Pour donner un exemple de ça très simple, à la fin du XXe siècle, dans la littérature française, l'idée qu'on puisse décrire certains types de lieux, par exemple des banlieues, est une idée pas considérée comme très intéressante. Ou pour le dire autrement, qu'est-ce qui fait la qualité et la reconnaissance d'un écrivain? C'est plutôt la manière même dont il écrit, des questions de forme, et c'est encore une littérature très influencée par les catégories du nouveau roman. 20 ans plus tard, aujourd'hui, on voit qu'il y a dans la littérature française un intérêt et une capacité de dire des choses, par exemple sur les banlieues, parce que la littérature se nourrit aujourd'hui énormément de l'expérience du journalisme et qu'elle peut produire des œuvres qui sont autant des enquêtes que des romans ou des fictions, et que être reconnu comme un grand écrivain aujourd'hui tient compte de la capacité de l'écrivain de fabriquer un regard sur le réel. Si vous prenez quelqu'un comme Emmanuel Carrère, par exemple, aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui construit une œuvre à la frontière entre la fiction et l'essai, ou la littérature et le journalisme. Et ce travail sur la frontière fait partie des critères d'évaluation positifs qui lui permettent d'être reconnu comme un de nos grands écrivains contemporains. Donc le disciple aujourd'hui en littérature, ce que l'on peut mettre dans un texte littéraire, n'est pas la même chose que ce qu'on pouvait mettre dans un texte littéraire il y a 20 ou 30 ans. Et être attentif à cela, à ces trajectoires-là, être attentif à ces évolutions-là, c'est vraiment ce que l'histoire littéraire essaye de faire. Tiens, sur cette thématique-là, tu consacres quelques pages à Joseph Kessel. Oui. Voilà, est-ce que tu pourrais dire pourquoi tu as évoqué plus particulièrement Joseph Kessel, qui est justement à la frontière entre, je dirais, entre l'écriture de l'écrivain plus classique et alors celle du journaliste reporter, justement. Oui, mais la réponse à cette question est liée aux propositions que je fais pour faire de l'histoire littéraire autrement. Oui. C'est-à-dire, au fond, à quoi doit s'intéresser l'histoire littéraire? Alors, avant de répondre à ta question, je réponds à la mienne, c'est-à-dire à quoi doit s'intéresser l'histoire littéraire. Si on regarde l'histoire littéraire lansonienne, c'est majoritairement ce qu'on peut appeler une histoire du canon littéraire, une histoire des grands hommes, des grands écrivains reconnus. C'est Molière, c'est Corneille, c'est Proust, tout ce qu'on veut. Je crois que la recherche en histoire littéraire aujourd'hui a tout à gagner à regarder aussi ce qu'il y a à côté des grands phares, à côté des grands hommes, à regarder des minorèses ou à regarder des courants ou des évolutions. Et parmi les courants qui me paraissent avoir été renouvelés par la recherche littéraire de ces quelques dernières années dans lesquelles j'essaie de m'insérer, il y a les rapports qu'entretiennent les écrivains et les journalistes. Au fond, on nous a raconté l'histoire littéraire du XIXe siècle comme l'histoire littéraire d'une opposition entre le journal et l'écriture. Et cette opposition, elle est déjà théorisée par Balzac. Lorsque dans Les Illusions perdues, il décrit un héros qui veut être écrivain, et ce héros a deux amis, l'un qui est un écrivain, au sens noble du terme, et qui lui dit en substance, tu écriras pour plus tard, tu écriras pour le futur, mais tu ne gagneras jamais bien ta vie. Et l'autre qui lui dit, non, non, pas du tout, il faut être journaliste, il faut être dans l'action immédiate, il faut être dans la publication, et comme ça, tu auras
et des articles, des polémiques et de l'argent. Et le héros écrivain se retrouve placé, au fond, dans une espèce de dilemme. Je dois choisir, ou je suis journaliste, ou je suis écrivain. Et on a pensé l'histoire littéraire comme ça, sur ce modèle balzacien. Or, ce qui est très frappant, si on va y regarder d'un peu plus près, c'est que Balzac a fait les deux. Mais que Balzac a fait les deux en ne proposant pas ça comme un modèle. Balzac a été journaliste, et il y a eu d'énormes thèses sur Balzac journaliste, qui est tout à fait remarquable. Mais dans l'imaginaire de l'écrivain, on a fait comme si le journalisme, ça c'était bas, c'est vulgaire, c'est de la publication dans l'immédiat. Le grand modèle de l'écrivain, c'est le modèle qui fonctionne sur la phrase d'Horace « J'ai construit un monument plus durable que les reins », c'est-à-dire un monument inscrit dans des livres, et seuls les livres comptent. Et donc on nous a écrit, dans son premier, une histoire littéraire du 19e et du 20e siècle, dans laquelle il n'y a pas un mot sur le journal. C'est fascinant. On a évacué le monde du journal de l'histoire littéraire. Eh bien, une des manières de faire de l'histoire littéraire autrement aujourd'hui, c'est de réintégrer le monde du journal dans l'histoire littéraire et de se rendre compte qu'en réalité, il y a en permanence des allers et des retours. Quelqu'un comme Simon, par exemple, fait du journalisme. Il fait des reportages, et notamment des reportages en Afrique. Et on ne peut pas comprendre la manière dont il voit le monde si on ne prend pas en même temps en compte ses œuvres de fiction et ses œuvres de journalisme. Sans compter quand même que sur le plan financier, la presse était indispensable. Absolument. Je veux dire, ils vivaient beaucoup plus de leurs articles que de leurs romans. Que de leurs livres. Voilà, c'est ça. Quelqu'un comme Camille Aumonier, qui est considéré comme le grand écrivain naturaliste belge, a gagné convenablement sa vie lorsqu'il vendait des contes et des nouvelles à un quotidien un peu scandaleux français qui s'appelait le Gil Blas, ou Gil Blas, alors que ses romans ne lui ont presque rien rapporté. Sans compter qu'à l'époque, les romans étaient publiés d'abord sous forme de feuilletons. Exactement. C'est ça, hein? Exactement. Dans des journaux. Exactement. Et la presse est de surcroît un lieu où ils font paraître des critiques, un lieu de polémique, donc en fait, un des lieux principaux où se passe la vie littéraire. Et alors, on vit une époque formidable, ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est que cette presse, nous pouvons à nouveau la consulter. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'inouï depuis 5 ou 10 ans, c'est qu'on a scanné et numérisé la presse quotidienne et hebdomadaire du 19e siècle et de plus en plus du 20e siècle. Et toute cette presse qui tombait en morceaux, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, je dépouillais le journal Le Peuple, et à chaque page que je tournais, il y avait un peu du peuple qui se déposait sur mes jambes sous forme de poussière, et chaque soir j'avais participé à la disparition physique du journal Le Peuple du 19e siècle, dont j'ai dépouillé 20 ans, page après page. Et aujourd'hui, tout ça est numérisé. Et grâce à la numérisation, de chez moi, à quelques mètres de l'endroit où nous sommes actuellement, de chez moi, je peux lire la presse. Et donc, à la fois nous avons aujourd'hui la conscience d'un continent de la vie littéraire qui est en train d'émerger, mais nous avons la matérialité de ce continent qui émerge en même temps grâce à la numérisation que les grandes bibliothèques nous proposent, et en particulier ce site extraordinaire de la Bibliothèque nationale de France qui s'appelle Gallica, qui met gratuitement, encore gratuitement, à disposition, je ne sais pas combien de temps ça se maintiendra, à disposition ce patrimoine journalistique que l'on croyait quasiment disparu. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant t'interroger sur les pistes que tu envisages pour une histoire littéraire contemporaine. Et dans cette question, je serais heureux que tu abordes les rapports entre l'histoire littéraire et un certain nombre d'autres sciences humaines, comme l'histoire culturelle, l'histoire du climat, l'histoire des médias, mais on vient d'en parler, l'histoire cartographique et géographique, par exemple. Mais tu peux, bien entendu, tu es libre d'aborder ce que tu veux pour répondre à ma question principale,
C'est-à-dire, quelles sont les pistes que tu proposerais avec tes collègues pour une histoire littéraire contemporaine? Voilà. Donc, l'idée de base, c'est l'histoire littéraire est un lieu de recherche. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus, peut-être un peu lourdement, enfin, sans vouloir être pédant, mais parce que on a souvent mis la recherche en histoire littéraire, en quelque sorte, à la remorque de la formation pédagogique de nos futurs enseignants. On s'est dit, il faut faire de l'histoire littéraire pour qu'ils puissent enseigner l'histoire littéraire. D'où cette focalisation mise sur les grands écrivains. Mais ce que je défends avant tout, c'est l'idée que c'est un lieu de recherche. C'est un lieu de recherche, c'est-à-dire que c'est un lieu où il y a des choses à découvrir. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour découvrir des choses en histoire littéraire? En quoi est-ce que c'est un lieu où il y a des choses passionnantes qu'on n'a pas encore découvertes? Alors, peut-être la première chose que j'aimerais dire, c'est que l'histoire littéraire, en tant qu'objet de recherche, en tant que discipline de recherche, a du mal à s'inscrire dans les cadres de postes qui s'ouvrent, par exemple, en France ou en Belgique, où on engage un 19e-iste, un 18e-iste, c'est-à-dire un spécialiste d'une époque. Parce que ce qu'on constate, et ça c'est un peu l'expérience que je retiens d'un dictionnaire du littéraire auquel j'ai collaboré il y a quelques années, c'est que l'histoire littéraire a du mal à penser les choses sur la longue durée. Au fond, Lançon a eu cette capacité extraordinaire, de ce point de vue-là, il faut lui rendre hommage. Il était essentiellement 18e-iste de formation, mais il a écrit une histoire littéraire qui va du haut Moyen-Âge jusqu'à son époque contemporaine. Et donc, quand Lançon écrit les 1500 pages à peu près de son histoire littéraire, il n'est pas spécialiste d'une époque. Il fait l'effort d'aller regarder dans les autres époques, et il se dit, si on veut penser l'histoire de la littérature française, il faut le faire sur la longue durée. Parce que c'est sur la longue durée qu'on voit les phénomènes apparaître, disparaître, etc. Et donc, une première exigence, je trouve très importante en histoire littéraire, c'est de ne pas se laisser imposer un cadre de pensée qui soit épocal, qui soit lié, séculaire. Il faut pouvoir penser les choses sur de la longue durée. Et de ce point de vue-là, on constate qu'il y a plein d'objets, plein de questions d'histoire littéraire qui n'ont jamais été posées sur la longue durée. J'ai travaillé par exemple sur le pastiche littéraire, c'est-à-dire au fond le fait que des gens s'amusent à écrire des textes courts dans le style de grands écrivains reconnus. J'écris dans le style de Racine, j'écris dans le style de Proust, etc. La question que je me suis posée à ce moment-là, c'est au fond, est-ce que c'est une pratique nouvelle ou pas? Et quand on pose la question comme ça, en fait, on constate que écrire dans le style de, c'est une pratique qui remonte à Platon, qui remonte au grec ancien. Il y a des textes de Platon dans lesquels il dit « je suis en train d'écrire dans le style de quelqu'un d'autre que moi ». Bon. Mais, en quoi est-ce que ça devient un objet historique? C'est que les enjeux de cette écriture dans le style d'un autre, dans l'Antiquité, au XIVe siècle, au XVIIIe ou au XXe siècle, les enjeux, la représentation que l'on a de ça a changé du tout au tout. Et donc, inscrire les questions dans la longue durée, c'est permettre de ne pas les considérer d'un seul angle de vue, dans une seule optique, c'est justement penser leurs variations. Et penser leurs variations, ça devient vraiment pour moi un objet d'histoire littéraire. Au fond, on peut dire les choses encore autrement. L'histoire littéraire, c'est pouvoir très librement faire le choix de problématiques appliquées à l'objet littéraire. C'est-à-dire, pour le dire dans des termes plus simples, avec quelles lunettes est-ce que je regarde la littérature? Et je peux prendre des lunettes très différentes. Je peux prendre des lunettes attentives à l'histoire des formes, par exemple.
Donc si vous regardez l'histoire de la poésie française, l'histoire du sonnet, comment est-ce que le sonnet a évolué? Quand est-ce qu'il a été mis en question? Comment? Voilà des questions de longue durée que des lunettes de type forme poétique imposée ou forme poétique fixe permettent de voir surgir. Mais de la même manière, on peut prendre des lunettes plus thématiques. Tu as rappelé tout à l'heure que j'ai travaillé sur la littérature prolétarienne. Là, les lunettes que j'avais essayé d'adopter posaient une autre question, c'est quand et comment un ouvrier peut-il devenir le héros d'un roman? Quand est-ce que ça apparaît? Et comment est-ce que c'est accepté? On constate qu'on parle d'ouvrier en littérature depuis très longtemps. Il y a des textes médiévaux là-dessus. Mais le premier ouvrier qui est un héros de roman, il s'appelle Étienne Lantier, et c'est le héros de Germinal. Alors, voilà, ça c'est un vrai phénomène extraordinaire. Mais pour comprendre l'originalité de Germinal, il faut référer à cette question de longue durée. Et puis, au siècle suivant, il faut le référer à un certain nombre de gens sortis du monde ouvrier qui étaient plus ou moins cultivés, qui avaient lu Germinal, et qui se sont dit, oui, mais la vision que Zola donne de l'ouvrier est une vision très bourgeoise. Nous, on a une autre expérience à faire valoir. Et c'est ainsi qu'apparaît le mouvement de la littérature prolétarienne. Ce sont des questions littéraires, d'histoire littéraire de longue durée. Et ça, je trouve tout à fait passionnant. Et c'est la manière dont j'essaye de travailler. Je voudrais te poser une question. Est-ce que les historiens de la littérature ont été influencés d'une quelconque manière, ou bien c'est, enfin rien n'est lié au hasard pour moi, mais ont-ils été influencés par la nouvelle histoire de l'école des Annales, où justement a été mise en évidence la longue durée, en particulier chez Fernand Braudel, et cette notion que tu évoquais tout à l'heure, cette notion comment dirais-je, d'histoire littéraire problématique, parce que l'histoire problème, ça vient de Marc Bloch, de Lucien Febvre, qui en 1929 crée l'histoire l'école des Annales, donc à Strasbourg, et ils veulent vraiment renverser la perspective. Ils ne veulent plus que l'on fasse de l'histoire événementielle, politique et militaire, mais ils veulent vraiment que on choisisse les sujets en fonction du problème qu'ils posent, et avec un aller-retour entre le présent et le passé d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'il y a une influence, même si le terme influence mérite en tant que tel toute une longue discussion, une influence, ou bien est-ce que c'est parallèlement et sous, comment dirais-je, sur la base d'autres influences qui viennent d'ailleurs, que l'histoire littéraire c'est je ne vais pas dire emparé, parce que j'ai utilisé ce mot tout à l'heure et tu l'as réfuté par rapport à ce que je disais à ce moment-là. Est-ce que c'est par rapport à, comment dirais-je, à l'école des Annales, ou bien qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que là on peut se poser la question, c'est à partir de quand que les historiens de la littérature font de l'histoire littéraire de la longue durée à partir d'un objet plus ciblé, problématique. C'est à partir de quand? Est-ce qu'on peut dire c'est à partir de, je sais pas, 1980 ou avant 1960? Et dans quel contexte? Ou bien c'est vraiment lié à ce contexte des années 60 où, bon, ben, on sait très bien qu'il y a une efflorescence, il y a un lien entre toute une série de sciences humaines qui se font, je pense, aux années 60, parce que ça paraît assez flagrant. Tu as tout à fait raison de rappeler des gens comme Braudel ou Bloch, oui. Qui effectivement ont tenté de nouer un dialogue avec les historiens de la littérature qui leur étaient contemporains, mais en gros, ce dialogue n'a pas conduit à grand-chose. Non. En fait, il y a eu très peu d'historiens de la littérature qui ont saisi cette balle au bond. Probablement d'ailleurs parce que le lansonisme restait dominant à l'époque, et que la contestation du lansonisme ne s'est pas faite sur quelle histoire littéraire faut-il travailler, mais sur la contestation de l'histoire littéraire elle-même. Et donc, la réponse à ta question n'est pas très facile à donner. Il y a encore très peu de travaux d'histoire littéraire de longue durée, et ça reste
presque plus programmatique qu'actualisé. On voit des choses qui paraissent, notamment dans les rapports entre les écrivains et l'édition, par exemple, mais ce n'est pas forcément non plus les historiens de la littérature qui produisent ce type d'essais. Par ailleurs, ce qui a beaucoup bougé aujourd'hui, c'est la position des écrivains, des historiens eux-mêmes par rapport à la littérature. Pendant très longtemps, les historiens disaient « Nous, on est des gens sérieux, on s'occupe de sources fiables, les textes littéraires, ce ne sont que des représentations, donc ce n'est pas très intéressant, donnez-nous des documents diplomatiques et officiels, et on pourra faire de l'histoire. » Et on a vu l'histoire elle-même changer vers ce qu'on a appelé l'histoire des mentalités, ou l'histoire culturelle, ou en tout cas des formes d'histoire où des phénomènes discrets du monde social, de la rumeur par exemple, ou des phénomènes de type émotionnel, par exemple la peur, par exemple la mort, par exemple les odeurs, devenaient des objets historiques. On n'a pas quelqu'un qui vivait dans un château sous Louis XIV avait un rapport à l'odorat qui n'a rien à voir avec le nôtre. Vraiment, au point que pour nous, ce serait insupportable de vivre dans un château où les gens font leurs besoins derrière les rideaux. Et donc, les historiens ont modifié les objets sur lesquels ils ont travaillé, et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait dans la littérature des sources extraordinaires pour interroger les sensibilités. Et aujourd'hui, et ça fait partie des débats de la profession historienne, la littérature est devenue plus qu'une source. Elle est presque devenue un objet. Et donc la manière dont on écrit l'histoire a changé en conséquence. Et il y a aujourd'hui des historiens parfaitement patentés, extrêmement sérieux, qui écrivent l'histoire sur le mode d'une subjectivité qui n'est pas très éloignée de la fiction, ou pas très éloignée du reportage dont je parlais tout à l'heure à propos d'Emmanuel Carrère. Si on prend le bouquin de Jablonka qui s'appelle Laetitia, que j'ai beaucoup aimé, que je trouve un bouquin formidable, c'est aussi un livre qui a été conçu pour animer, pour en tout cas lancer un débat sur qu'est-ce que c'est qu'un historien. Ah oui, tout à fait. Quel peut être son espace d'intervention et quelles sont les modalités d'écriture qui lui sont autorisées. Oui, ce livre a fait vraiment débat. Débat chez les historiens. Voilà, disant, mais est-il encore historien? Voilà, c'est tout à fait passionnant ce type de question. Mais donc effectivement, on voit bien qu'il y a, à travers toutes nos disciplines, que ce soit la littérature ou que ce soit l'histoire, les choses ne sont pas fixes, tout bouge en permanence. Et donc tout ce que moi personnellement j'ai envie de faire, c'est proposer des objets qui me paraissent passionnants et qui stimulent ma curiosité à l'intérieur de champs disciplinaires dont on se rend bien compte qu'on n'est pas très loin de la dérive des continents, avec des plaques de glace dont on ne sait pas très bien où elles vont aller. Ce qui m'intéresserait aussi, et ce dont tu parles dans ton livre, c'est d'évoquer l'histoire du climat. Tu fais référence à la place de la pluie, par exemple, chez certains auteurs. Tu fais référence aussi à des romans de Simenon, où tu expliques que certains romans de Maigret commencent sous la pluie et finissent et se poursuivent sous le crachat, des choses comme ça. Tu fais référence aussi, alors là c'est pour un autre auteur belge qui est Pierre Bertens, c'est dans Une paix royale qui date de 1995, à la place de l'inondation par rapport au contexte politique belge de l'époque. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer cet aspect-là? Oui, ce qui m'a vraiment frappé dans cette réflexion sur la météorologie, c'est au fond ce que je disais tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut écrire à un certain moment, quel est le disciple ou le scriptible d'un écrivain. Il se fait que au début du XIXe siècle, quand on parle de pluie, ce n'est jamais un sujet. C'est
un événement occasionnel, mais qui ne prend pas de place dans la littérature. Au fond, tout se passe comme si un écrivain comme Balzac ne voyait pas la pluie. Ça ne fait pas partie de ce qu'il décrit. Il n'en parle quasiment jamais. Mieux encore, vous prenez la tragédie classique, le théâtre classique. De temps en temps, il y a un orage, mais il est symbolique. Jamais personne n'a les pieds dans l'eau, jamais personne ne semble mouillé, jamais on ouvre un parapluie. Pourtant, l'objet existe. Donc, ce qui est fascinant dans cette idée, c'est que la pluie, évidemment, il pleut sur Terre depuis bien avant l'apparition de l'humanité. Le fait matériel de la pluie existe depuis toujours, mais ce n'est pas un fait littéraire. Et à un certain moment, la littérature s'ouvre à une réalité météorologique. La littérature parvient à faire de la pluie un élément des romans. Il y a quand même le déluge. Absolument. C'est ouvert avec le déluge. Oui. Mais à la fois chez les Sumériens et les Babyloniens, et puis on le retrouve dans la Bible, bien entendu. C'est vrai. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Voilà, oui. Il ne se passe pas grand-chose pendant ce temps-là. Non. Tout le monde est dans l'arche, on a fermé les volets, ça. Et on attend que ça se passe. Oui. Mais la littérature, à partir de la fin du 19e siècle, elle ouvre le volet et elle va se promener sous le déluge. Voilà. Donc elle fait de la pluie un événement littéraire et c'est le naturalisme qui le fait. Et pour aboutir finalement... Et pour aboutir effectivement à quelqu'un comme Simon, qui révèle par là qu'il est un grand écrivain naturaliste, et qui fait de la pluie un élément quasiment identitaire, à la fois du Nord, des pays du Nord, il ne dit pas la Belgique, il dit le Nord, d'une manière pour Maigret d'être en phase avec l'air du temps, y compris l'air mouillé du temps, et donc une véritable esthétique de la pluie. Dans la plupart des romans de Maigret, il pleut à un moment, il fait mouiller, enfin, bon, tout ça a un rôle structurel dans l'histoire. Et puis je pensais aussi, même dans le cinéma, la comédie musicale avec Gene Kelly, I'm Singing in the Rain. Oui. Donc c'est fou, parce qu'à ce moment-là, là, on est joyeux sous la pluie. Parce que la pluie, a priori, n'est pas liée à ce type de sentiment-là. Exact. Voilà. Mais donc, en fait, mais ce n'est pas il n'y a pas en littérature de phénomène naturel. Il y a de la culture qui absorbe certaines choses et qui la restitue d'une certaine manière. Et donc, effectivement, à un certain moment, chez certains écrivains belges, l'eau qui monte ou la pluie sont devenues des vraies questions quasiment identitaires. Et alors, chez Pierre Mertens, et c'est ce qu'on retrouve, par exemple, chez Paul Willems, oui. Où on a un arbre qui pousse au milieu d'un salon dans lequel il y a de l'eau, ou chez Pierre Mertens qui voit Bruxelles envahie par les eaux. C'est comme si l'eau et la pluie devenaient une manière très privilégiée de parler de la Belgique. Alors pour quelles raisons, je n'en sais trop rien, mais je constate que beaucoup d'écrivains belges ont thématisé la pluie d'une manière assez spécifique, que l'on ne retrouve pas de la même façon chez les écrivains français contemporains. Alors, nous arrivons tout doucement au terme de cet entretien, et dans ta conclusion, donc par définition à l'extrême fin de ton livre, tu cites un certain nombre donc d'objections. Et la question majeure qui se pose, ou qui pourrait être objectée à l'histoire littéraire, aux historiens de la littérature, c'est que la compréhension du contexte, de la biographie d'un auteur, ne peut en aucun cas épuiser le plaisir que l'on a à lire, et qu'on peut avoir finalement beaucoup de plaisir à lire en ne sachant strictement rien de la vie et du contexte dans lequel l'œuvre est née, dans lequel elle a été élaborée, voire le siècle où elle a été écrite. Donc voilà, y a-t-il une opposition, ou n'est-ce en fait que quelque chose qui est assez artificiel?
On pourrait dire la même chose pour l'art, on pourrait dire la même chose pour le cinéma. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir eu une introduction d'un musicologue pour pouvoir avoir du plaisir à suivre le concours Reine-Élisabeth, à avoir lu les cahiers du cinéma pour pouvoir profiter d'une palme d'or au Festival de Cannes, etc. Voilà, la question que je te pose. C'est une question évidemment qui m'est venue pour des raisons de pratique professionnelle. Comme je suis prof, je travaille avec des étudiants et effectivement, on sent qu'il y a souvent chez les étudiants une espèce de point d'interrogation qu'on voit naître dans leur regard quand on est en train de faire un commentaire sur un texte et de déplier les sens d'un texte. Et ce petit point d'interrogation se dit, mais il sort des lapins de son chapeau, on n'a jamais pensé à tout ça, mais est-ce qu'on en a bien besoin? Et c'est une question légitime. Et c'est une question que je formulerai de la manière suivante. Est-ce qu'une lecture savante s'oppose nécessairement à une lecture spontanée? Pour mon goût, elle ne s'oppose pas. C'est-à-dire que moi-même, je garde mon plaisir à lire. Et je dirais mon plaisir naïf à lire. Je lis un roman japonais, je précise en traduction, je ne me pose pas plein de questions sur l'histoire littéraire du Japon, sur comment peut-on analyser ce livre. Je n'ai pas besoin de le faire. Et la littérature permet cela. La littérature, elle offre des types de lecture différentes. Si je prends mes lunettes de plaisir, je lis la lecture vraiment pour le plaisir qu'elle m'apporte et je n'ai aucun problème par rapport à ça. Par contre, je pense que le même objet, le même roman peut être interrogé de manière plus savante. Et le fait même de l'interroger de manière savante me procure du plaisir. Donc il y a un autre plaisir, qui est celui de la recherche, qui est celui de la compréhension, qui est celui de la curiosité, qui est de se dire, je suis en train de lire ce livre, mais quels sont les problèmes qu'il pose? Est-ce qu'il est nouveau? Est-ce que j'ai affaire à quelque chose d'historiquement intéressant? Ça provoque du plaisir chez moi. C'est une activité. Donc c'est un autre plaisir, mais ça ne provoque pas obligatoirement un plus quand on a une grille d'analyse dans sa tête. Je pense que c'est deux réalités différentes. C'est ça. Je crois que c'est deux réalités différentes. Et je pense qu'il ne faut pas justifier l'une par l'autre. Je veux dire par là qu'il ne faut pas dire qu'il faut faire de l'histoire littéraire pour pouvoir lire. Il faut garder à la lecture plaisir tout son charme, mais en même temps, il faut dire qu'il y a un intérêt intellectuel à mieux comprendre l'ensemble des textes, l'ensemble des œuvres, l'ensemble des circonstances, parce que mieux comprendre, c'est provoquer un deuxième plaisir, pas un plaisir supérieur, mais un deuxième plaisir. Et le plaisir même qu'il y a à savoir dans quel monde nous vivons. Nous pouvons vivre dans ce monde sans se poser de questions. Parfaitement vivre sans jamais ouvrir un journal, sans jamais s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur à l'extérieur. C'est parfaitement possible. Mais en même temps, c'est, je trouve, passionnant de se poser des questions pour savoir dans quel monde nous vivons. Qu'est-ce qui est nouveau? Quels sont les nouvelles... C'est le problème du sens. C'est le problème du sens. C'est le problème du sens et de vouloir donner un sens aux choses. Et vouloir donner un sens aux choses, c'est-à-dire au fond répondre à un principe de curiosité. Et ça, pour moi, c'est un vrai bonheur de pouvoir le faire. Bien sûr. Mais écoute, je te remercie infiniment pour l'entretien que tu as bien voulu nous accorder, aux auditrices et aux auditeurs. Et je me permettrai de montrer à nouveau devant la caméra l'ouvrage que tu as publié au mois de novembre 2007 pour nos auditrices. Qu'est-ce que j'ai dit? 2007. Ah, désolé. Novembre 17. Oui, 2017. J'étais un petit peu distrait. Nous sommes aujourd'hui en janvier 2018, comme ça, voilà, on peut préciser les choses dans la chronologie.
L'ouvrage s'intitule donc « Refaire de l'histoire littéraire ». L'éditeur s'appelle Aniboué. Alors je vois l'adresse... Ah non, c'est le diffuseur. Ça, ah non, Aniboué, 1 rue Boyer-Barret, parce que je ne sais pas... Il y a un site internet. Voilà, il y a un site internet qui est... Alors je vais l'épeler, hein, c'est le plus facile. L'adresse d'abord. anibwe, aniboué@yahoo.fr. Et alors le site www.anibwe.com. Parce que comme c'est un petit éditeur, ce ne sera peut-être pas tout à fait évident peut-être de le commander. Oui, chez des grands libraires, mais voilà. Ce sera peut-être pas... Allez plutôt l'acheter en librairie que de l'acheter sur Amazon ou oui, n'importe quel grand diffuseur. Voilà. Allez en librairie, demandez à votre libraire de le commander et je suis sûr qu'il pourra le faire. Alors, je me permets, puisque j'ai la page 4 de couverture devant les yeux, de citer un certain nombre d'autres ouvrages que je n'ai pas eu l'occasion de mentionner tout à l'heure dans ma présentation. Alors, il est indiqué ici que tu as dirigé et publié plusieurs ouvrages scientifiques, dont, avec Denis Saint-Jacques et Alain Viala, le Dictionnaire du littéraire, réédité au PUF Quadrige-Dicopoche en 2010, avec Alain Viala, Sociologie de la littérature, c'est un que sais-je, 2006, avec Cécile van der Pellen-Diagre, ah ben là, cet ouvrage-là, je l'avais cité. Edmond Picard, un bourgeois socialiste belge à la fin du 19e. C'était publié par les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique en 2013. Et enfin, avec Jean-Pierre Bertrand, les 100 mots du surréalisme en 2014. Alors, as-tu quelque chose en vue pour l'instant, pour nous appâter un petit peu? Mais toujours dans le cadre de cette réflexion sur la longue durée, oui, j'aimerais assez travailler sur la satire. La satire. Comme genre littéraire. Satire qui a une certaine actualité, puisqu'on sait bien que la question qui est peut-on rire de tout et rire n'importe comment de tout. Il y a le problème du politiquement correct. Il y a le problème du politiquement correct, il y a le problème du juridiquement admissible. Et il y a le problème des formes que la satire peut prendre, mais c'est là une problématique qui existe depuis 2000 ans. Ah, ça remonte à Julien de Samosate, on en avait parlé ensemble. Et ça remonte effectivement à Lucien de Samosate. Et donc, voilà, j'aimerais bien développer ça dans un petit livre, un de ces jours. C'est prévu d'ici 1 an ou 2 ? Pas de date. Il n'y a pas de date. Entendu. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Et je suis convaincu que notre discussion donnera l'envie de lire ce petit livre. Le fait qu'il soit petit, c'est plutôt un plus, je dirais, à l'heure actuelle. Il a exactement la dimension d'un que sais-je, il y a 129 pages, enfin ça correspond à la dimension d'un que sais-je. Je dois dire qu'il est très pédagogique, on sent qu'il a été écrit par un professeur. Il est évidemment très bien documenté, parce qu'il y a toute une carrière derrière ce livre, et d'ailleurs l'auteur, donc Paul Aron, s'est servi de ses propres travaux pour rédiger une partie de l'ouvrage. Et d'ailleurs, tout ceci apparaît dans la bibliographie qui se trouve à la fin de celui-ci. Voilà.